On va enchaîner tout de suite avec la première table ronde et je demande à Benjamin Pichot, Benoît Hérault et Anne Saint-Laurent de bien vouloir rejoindre la tribune. Rien que pour entendre Fabrice Gilles, ça valait le coup d'organiser cette rencontre. Alors je ne préjuge pas de ce que ça va être la qualité de vos interventions, mais vous avez à surmonter un défi, un peu effectivement comme René Cassin et puis Eleanor Roosevelt quand ils s'étaient retrouvés au palais de Chaillot à finaliser la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je vous incite d'ailleurs à lire le livre de Marc AGI, qui raconte un peu tout ça à travers l'histoire, notamment de René Cassin. Alors, Paul Louveil-Dubuc, vous savez qu'il ne nous fait jamais de mauvaises aventures, il est toujours présent. Là, il sera présent moralement. Et de façon à ne pas entraver une discussion qui pourrait être plus intéressante que de lire un texte, juste pour dire qu'il a vraiment rédigé un texte et que vous pourrez retrouver son texte, sa contribution sur le site de l'Espace Éthique dès cette semaine. Je vous lis juste le début de son intervention et puis on laissera des points de suspension. Ça sera sa manière de participer comme il le souhaitait, mais là, il n'était pas très bien aujourd'hui, donc il m'a envoyé son texte tout à l'heure. Donc Paul Louveil-Dubuc, qui est philosophe à l'Espace Éthique, qui fait partie de notre sympathique équipe. La question qu'il nous faut poser n'est pas celle de la pertinence et du bien fondé du cadre des droits de l'homme pour penser les droits de la personne, qu'elle soit ou non atteinte de la maladie d'Alzheimer. Nous sommes tous d'accord que tout être humain devrait avoir la liberté de circuler, la liberté de faire valoir sa volonté à tout moment, la liberté de s'exprimer en public. Il y a quelque chose qu'on ne peut vraiment pas négocier et qui constitue notre héritage commun. Mais une fois réaffirmé cela, il reste deux questions éthiques fondamentales. Premièrement, comment pouvons-nous justifier les privations de liberté au nom d'une raison supérieure, au nom de l'intérêt de la personne, des dangers qu'elle prend pour elle ou des dangers qu'elle fait encourir aux autres. Deuxièmement, comment rendre effectifs ces droits fondamentaux? Exemple très basique, comment garantir la liberté de circuler quand les lieux ne sont pas adaptés au déplacement? Je vais axer la réflexion sur la seconde question. À cet égard, l'approche par les capacités, et ça a été évoqué précédemment, se présente comme une approche pertinente, aussi bien philosophique qu'économique. Martine Bengener et Catherine Le Gallès, notamment, défendent en France cette perspective, capacité et Alzheimer. L'approche par les capacités se fonde sur deux points importants. Premièrement, il ne suffit pas que les personnes disposent de droits ou des ressources, il faut encore qu'elles disposent des capacités de convertir ces droits et ces ressources pour faire valoir ce à quoi elles attachent de la valeur. Je vous la parenthèse, je ne vais pas faire des commentaires dans la tradition xylienne, puisque c'est Fabrice Gilles qui, depuis des années, a développé effectivement cette approche et on en remercie. Je dois être fier d'ailleurs, c'est un disciple philosophe. Deuxième point, les êtres humains ne sont pas seulement des réceptacles passifs de bien-être, ils peuvent vouloir aller contre leur bien-être et leur sécurité. L'approche par les capacités suppose de porter attention aux valeurs des personnes, à ce à quoi les personnes attachent de l'importance. Précisément, ce sont des habitudes, des gestes très concrets que viennent protéger les droits de l'homme. Deuxième point, ce que nous avons à mettre en question dans l'approche par les capacités, c'est la façon très paradoxale qu'elle se centre sur la personne malade ou en situation de handicap pour essayer de comprendre ses besoins et ses véritables désirs. Un renversement de perspective serait de porter le regard non plus sur la personne malade, mais sur les personnes non malades. Autrement dit, l'enjeu n'est pas dans un premier temps d'essayer de comprendre les besoins et les désirs des personnes malades, mais de comprendre d'abord par quels mécanismes psychiques et sociaux il se fait que les personnes non malades ou valides tendent à exclure et à priver les personnes en situation de handicap de libertés fondamentales. Comment se fait-il que les personnes atteintes de troubles cognitifs
troublent à ce point notre fonctionnement social ou psychique que nous ayons besoin de les exclure, de les mettre de côté. C'est là la question fondamentale, celle qui a présidé à l'écriture de l'histoire de la folie à l'âge classique de Michel Foucault. Je termine, parce que j'ai dit que je terminais, mais il y a un long texte qui suit et vous pourrez le lire. Pour le dire autrement, plutôt que de défendre une société inclusive, il nous semble pertinent de défendre une société non exclusive. C'est une formule, je me permets de vous dire, de Pascal Jacob, qu'on avait entendu développer. L'inclusion est devenue le principal vecteur de la protection des droits ces dernières années. Il s'agit d'abattre les barrières mentales, physiques et institutionnelles à la participation de tous à la vie sociale. Maintenant, il y a tous les développements à la Paul Louveil-Dubuc. Je vous laisse le plaisir de découvrir sur les sites dans les heures qui viennent. Voilà, je m'interromps là, il ne m'en voudra pas, mais place plutôt à la table ronde. Merci beaucoup. Je crois que d'autant plus, il ne t'en voudra pas, d'autant plus que c'est toujours intéressant d'entendre ces mots et sa réflexion par la voix d'un autre, et je trouve que tu l'as remarquablement bien porté.